Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8, l'actu sur TV Fil. Dernière semaine avant de se retrouver en septembre. Pour l'instant, nous sommes en direct et voici les titres si vous nous suivez. Donc à 18h, la route des vacances sous haute surveillance policière, plus sûre qu'en 2013. Elles font néanmoins l'objet d'une attention particulière en ce moment. Nous faisons le point sur le dispositif en place. Une piste de ski à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est en tout cas la volonté de l'agglomération qui souhaite valoriser le site de la colline d'Elancourt. Les opposants ne manquent pas et notamment les écologistes. Je recevrai ce soir Olivier Paréjac, co-secrétaire d'Europe Écologie Les Verts. La pluie n'a pas freiné le nord-irlandais McDowell ce week-end. Il conserve son titre sur le green de l'Alstom Open de France. Les images, les réactions et l'ambiance autour du parcours de golf en fin de journal. Dans une semaine, c'est le 14 juillet, Paris s'apprête à recevoir les militaires pour le traditionnel défilé sur les Champs-Élysées. Pour l'occasion, un grand concert sera aussi organisé au Champ de Mars et c'est une entreprise yvelinoise qui a été engagée afin d'organiser ce chantier, Day Night Events, qui a pour l'habitude d'organiser des défilés de haute couture ou le festival des musiques du monde à Rabat. Et pour la première fois, ils vont administrer l'un des plus gros événements de l'année, une semaine intense de préparation, une semaine où il ne faut pas compter 16 heures. Nous avons suivi sur place Philippe Yorio, il est régisseur général du Champ de Mars. Et on l'écoute. Donc tout ça c'est la partie scène. Toutes ces petites barres d'aluminium, c'est toute la partie scène. Elle va être là. Donc là, si vous voulez, on protège le sol. Et pour stabiliser le sol, donc c'est des plaques qu'on installe qui va permettre d'accueillir toute la structure en fait de scène pour la poser pour que ce soit stabilisé par rapport au sol. C'est 3 mois en préparation de dossier. C'est juste, je sais pas, par jour, on est tu vois, des fois 6h du matin. Hier, c'était 6h du matin. Avant-hier, 6h, ouais. Hier, pareil. Et puis jusqu'à temps qu'on soit dans le planning. Tant qu'on n'est pas dans le planning, on n'arrête pas, quoi. Samedi matin, premier jour de départ en vacances. Petit retour en arrière sur l'autoroute A10 au niveau du péage de Saint-Arnoux en Yvelines. C'est l'encombrement dans le sens Paris-Province. Jusqu'à 6000 véhicules empruntent par heure cette plus grande barrière péage d'Europe. L'occasion de faire le point sur les dispositifs sécurité routière qui ont été mis en place avec Catherine Zulato. Ce samedi matin, le mot d'ordre pour les gendarmes, se montrer. Ils sont une trentaine aux abords du péage de Saint-Arnoux en Yvelines, la plus grande barrière de péage d'Europe. C'est le premier jour du départ en vacances. Entre 4500 et 6000 véhicules vont transiter par heure. Vigilance accrue. Le préfet des Yvelines est venu sur place pour soutenir les équipes d'intervention. L'enjeu est d'importance. Les routes du département ont enregistré entre janvier et mai 2014 488 accidents corporels, 7% de plus en comparaison à la même période de 2013. Dans les Yvelines, on a une situation un peu paradoxale. C'est que par rapport à l'année dernière, on a plus d'accidents de la route, plus de blessés, mais nettement moins de tués. Donc c'est positif de ce côté-là. Néanmoins, plus d'accidents, c'est préoccupant. Le mot d'ordre est lancé. Pour cela, il faut des moyens, à commencer par un hélicoptère qui sillonne une large zone. Réprimer et détecter les comportements dangereux, les dépassements par la droite, les gens qui zigzaguent dans le flot de circulation, ceux parfois qui même empruntent la bande d'arrêt d'urgence. Départ en vacances peut être également symbole de chargement parfois trop lourd. Les véhicules sont pesés. La remorque de ce Hollandais présente une surcharge de 350 kg. Il devra s'acquitter sur le champ de 90 € d'amende et répartir sa surcharge dans la voiture d'un ami. Il faut le faire, cette détection tout de suite. C'est pas quand il y aura l'accident dans 200 ou 300 km. Donc nous serons systématiquement présents là aussi pour détecter. Et le gros point noir pour les gendarmes, ce sont les excès de vitesse. L'équipe d'intervention de Saint-Arnoux en Yvelines est équipée d'un véhicule rapide capable d'atteindre les 250 km/h. Avec leur radar, ils peuvent capter une vitesse à 800 mètres de leur position. Dans leur cible, les voitures qui roulent à plus de 160 km/h. Autre outil à disposition, une voiture banalisée, comme on en croise des dizaines sur la route, capable de se fondre sans souci dans la circulation. Sauf que derrière ces plaques d'immatriculation se cache un radar mobile. Nous venons d'être dotés en fait d'un radar automatique embarqué dans un véhicule que nous utilisons. C'est vraiment pour moi ce véhicule et ce moyen utilisé en répression, mais aussi en prévention, parce qu'on saura qu'on est là, sur le réseau secondaire essentiellement. Entre janvier et mai 2014, 197 infractions ont été relevées. Elles concernaient en majorité des grands excès de vitesse et des défauts de permis de conduire.
Les gendarmes resteront très mobilisés pendant cette période estivale et notamment à la fin du mois de juillet, au moment du grand chassé-croisé des vacanciers. Et donc parmi les dispositifs, vous l'avez vu en place pour surveiller les routes et puis pour relever les infractions, il y a cette voiture d'intervention rapide, une voiture capable d'atteindre les 250 km/h pour intercepter ces automobilistes qui sont en grand excès de vitesse. Des images d'Élodie Moine et de Claire Cambier. Ce véhicule est exclusivement destiné à travailler sur autoroute et voie express. Donc la particularité, il est équipé d'un panneau à message variable qui nous permet de communiquer avec les usagers de la route. Il est équipé aussi donc de feux à éclat derrière, d'une nouvelle génération de gyrophares donc à LED tournant, et également à l'avant du véhicule. Donc on est également équipé de feux à éclat à la base du pare-brise, ce qui nous permet en fait d'être visible lors d'un bond d'interception notamment. Ce samedi matin, il pleut sur l'autoroute A10. Le flux de voitures ne fait qu'augmenter en ce jour de premier départ en vacances. Donc là, on va aller se positionner dans un endroit sécurisé pour nous. Et on va procéder à un contrôle vitesse. Donc là, on travaille en sens 2, c'est-à-dire les gens qui vont se diriger vers Paris. Un véhicule sportif capable d'atteindre les 250 km/h. Le but, intervenir le plus vite pour faire stopper l'infraction rapidement. On travaille exclusivement à la vitesse, voilà, mais on peut aussi y travailler dans le cadre, d'une façon plus générale, dans le contrôle des flux. C'est-à-dire que même dans le flux de circulation, on peut également relever des infractions. Simplement des gens qui vont dépasser par la droite, des gens qui vont circuler sur la voie de gauche en permanence. Avec ce radar appelé cinémomètre, les gendarmes peuvent contrôler les voitures à plus de 800 mètres de leur position. Ce qui les intéresse, les vitesses supérieures à 160 km/h. Allez, on y va. BMW série 3 coupé. Les patrouilleurs prennent la route. Dans leur ligne de mire, une voiture allemande contrôlée à 161 km/h. En quelques secondes, ils se positionnent aux côtés du véhicule. Donc là, je vais actionner le panneau à message variable et je vais demander à la conductrice de nous suivre. Dans un endroit sécurisé, les patrouilleurs font stopper la voiture. La conductrice est un médecin urgentiste qui vient de finir 36 heures de garde. 161 km/h, c'est une vitesse enregistrée à laquelle nous appliquons une tolérance, puisque c'est prévu comme ça par la loi, ce qui fait une vitesse retenue de 152 km/h. D'accord ? Donc là, vous restez dans le cadre d'une amende de 4e catégorie, c'est-à-dire 90 €. C'est une amende forfaitaire minorée. Et vous pouvez perdre 2 points sur votre permis de conduire. Dans le véhicule, le second gendarme entre les données sur un terminal informatique. Mon collègue est en train de vérifier à l'aide du terminal informatique embarqué la validité du permis de conduire, voilà la situation du véhicule et également s'il s'agit ou non d'une personne recherchée. Voilà, en fait, on interroge plusieurs fichiers. Ça se fait comme ça, à savoir donc s'il s'agit d'un véhicule volé ou pas, le fichier des permis de conduire. Dans une semaine, cette conductrice va recevoir son infraction par courrier. Les gendarmes reprennent leur route. Dans l'unité de Saint-Arnaud en Yvelines, ils sont 3 à être formés à cette conduite rapide. En une matinée, ils auront verbalisé 3 grands excès de vitesse. Vendredi soir à 21h, une bagarre a éclaté à la fête des Loges à Saint-Germain-en-Laye après le refus d'un jeune homme d'une vingtaine d'années de payer pour un tour d'auto-tamponneuse accompagné de plusieurs personnes. Le ton est monté entre son groupe et celui de forains venu en renfort. Une enquête est aujourd'hui en cours puisque le jeune est plongé maintenant dans un coma artificiel avec un grave traumatisme crânien. L'invité ce soir, Olivier Paréja, bonsoir. Vous êtes le co-responsable dans le département d'Europe Écologie Les Verts. On va aborder avec vous l'idée de création d'une piste de ski à Saint-Quentin sur la colline d'Élancourt, anciennement colline de la Revanche. Vous êtes opposé à ce projet. Je précise que nous avions convié pour débattre le responsable du dossier pour la ville d'Élancourt. Il ne souhaite pas pour l'instant venir sur le plateau. Le projet n'est pas encore assez avancé, c'est ce qu'il nous a expliqué. Il accepte de venir en revanche après les vacances, une fois que d'autres réunions publiques auront été organisées. Nous relancerons donc l'invitation en septembre ou en octobre et vous serez une fois de plus le bienvenu. Vous pourrez échanger. Merci. Pour l'instant, on va tout de même l'écouter, ce responsable du dossier, puisque nous l'avons rencontré lors de la toute première réunion publique en fin de semaine dernière. Et voici ce qu'il répond à vos inquiétudes. Je dirais qu'il est prématuré déjà de se prononcer sur un projet qui n'a pas été présenté. Vous voyez, notre propre équipe municipale n'a pas toutes les connaissances techniques du projet. Certes, il y a eu des brides qui sont parties ici ou là, mais quand on en est à l'état d'avancement tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire d'avant-projet, d'ores et déjà dire qu'on est contre, ça me paraît un petit peu présomptueux de leur part de pouvoir s'avancer avec autant d'affirmations, que ce soit sur les aspects de consommation ou environnemental. Ils n'ont absolument pas
entendu comment on souhaitait mettre en œuvre le projet et sont déjà contents. Je trouve ça un petit peu bizarre. Olivier Pareja, vous avez entendu le maire adjoint de la ville d'Elancourt qui s'occupe de l'urbanisme et de ce chantier plus particulièrement de piste de ski dôme, parce que c'est le nom qui a été retenu. Vous dites quoi? C'est trop tôt pour s'inquiéter? Non, ce n'est pas nécessairement trop tôt pour s'inquiéter. On peut tout à fait exprimer nous aussi notre opinion. Le projet n'est quand même pas nouveau. C'est un projet qui est récurrent, qui depuis des dizaines d'années revient de temps en temps. Le Codeski l'a étudié l'année dernière, par exemple. Il y a un dossier très intéressant qui est en ligne sur le site de la communauté d'Aglo. Il y a un conseil communautaire, un conseil qui réunit plusieurs personnes de la population civile qui s'expriment sur des dossiers concernant Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Codeski, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, qui donne un avis consultatif qui peut après orienter les décisions de la communauté d'Aglo. Donc, en fait, dans ce dossier du Codeski, on voit qu'il y a déjà des choses qui sont posées sur ce projet-là. Donc, il n'est pas trop tôt, pour commencer à exprimer des doutes sur la pertinence de construire ce qu'on peut imaginer comme étant un gros frigo de plusieurs centaines de mètres sur la colline. Alors vous allez nous expliquer justement plus en détail les raisons de votre opposition. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce dossier, même si vous l'avez dit, on en parle depuis maintenant 10, 20, 30 ans même, de cette piste de ski sur la colline d'Elancourt. Voici un reportage qui repose les choses. C'était lors de la première réunion publique en fin de semaine dernière. 320 mètres de descente pour skieurs et snowboarders abrités sous un complexe de 22 000 mètres carrés sur le sommet de la colline d'Elancourt et maintenu à une température de moins 5 degrés toute l'année. Une image qui fait froid dans le dos pour les écologistes et une partie des riverains venus en nombre pour cette première réunion publique de concertation organisée en mairie le 3 juillet. Il n'y a rien à faire ici, cette piste de ski. Ici, il n'y a pas de neige, il n'y a rien. Il est préférable de végétaliser et puis de faire des promenades enfants, enfin famille. C'est certainement plus intéressant que de faire un ski dôme qui va dénaturaliser le site et la vue. Non, c'est ridicule. C'est un projet privé qui va ramener des capitaux pour du privé avec des subventions publiques. Et si le projet ne fonctionne pas, ça redeviendra une charge pour le public, c'est-à-dire pour les impôts des citoyens. Représentants de la ville et de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines souhaitaient simplement présenter à la population la procédure de révision du PLU, le plan local de l'urbanisme, qui doit permettre de rendre le site constructible. Ils ont également été obligés de s'expliquer sur leurs intentions. Pour l'instant, le projet n'est pas validé. Il devra être examiné par les élus de la majorité J'aime-Elancourt, mais aussi par les 3 groupes d'opposition de la commune. Ils seront consultés, nous les écouterons. Et après, si le projet est validé par l'ensemble des élus, à la fois d'Elancourt et de la communauté d'agglomération, bien évidemment, il y aura une réunion de concertation où là, on rentrera dans les aspects techniques du projet. Les principaux acteurs locaux du dossier, s'ils soutiennent l'idée d'un ski dôme, assurent que cela ne se fera pas sans de nombreuses garanties en termes d'environnement mais aussi financières. La société Snowworld, qui développera le ski dôme comme elle l'a déjà fait aux Pays-Bas, attend quant à elle un investissement de taille avant de s'installer. Infrastructures de transport et de déplacement notamment. 500 places de parking seraient nécessaires. Avant que le projet ne devienne réalité, après avoir été lancé pour la première fois voici 20 ans, d'autres réunions publiques sont déjà annoncées pour la rentrée. Si les plus optimistes parlent d'une ouverture en 2017, les canons à neige artificiels ne sont pas encore prêts à être déployés. Je reçois donc Olivier Pareja pour Europe Écologie. Les Verts, le premier de vos arguments, au-delà de l'environnement, c'est que ça va coûter cher. Parce qu'on l'a entendu, il faut des places de parking, il faut des infrastructures pour le déplacement. Ça coûte très cher. Effectivement, si c'est un projet privé sur un site qui appartient à la communauté d'agglomération, on peut imaginer que nécessairement tous les aménagements collectifs, que ce soit des routes, que ce soit des places de parking, etc., reviendront à être payés par la collectivité. Donc ça va être encore une subvention à un projet qui est complètement privé et surtout un projet qui, pour nous, n'a pas de sens au niveau écologiste, au niveau de la transition énergétique sur laquelle il faut maintenant se pencher. Toujours sur l'aspect financier, parce que ça va coûter cher aussi de s'y rendre pour les particuliers. Vous imaginez que ça ne s'adresse pas spécialement à la population de Saint-Quentin-en-Yvelines. On parle d'une cinquantaine d'euros pour Exactement. la journée, une vingtaine d'euros de l'heure. C'est ça. Les chiffres sont ceux qu'on peut voir pour les installations similaires de la même société en Hollande. Donc on peut imaginer que ça sera la même chose. Ça serait la même chose ici à Saint-Quentin, donc à 50 € la journée, plus nécessairement les consommations sur place.
c'est pas quelque chose pour tout le monde. Et quand on nous parle du fait que les enfants de la communauté d'agglomération vont pouvoir aller au ski, c'est quand même pas du tout la même chose d'enfermer les enfants pendant quelques heures dans un hangar frigorifique éclairé artificiellement que de les emmener ne serait-ce que dans une classe de découverte ou d'autres activités qui sont beaucoup plus formatrices, beaucoup plus intéressantes que simplement le fait de faire du ski dans un endroit fermé. On en vient à l'environnement, même si les principaux acteurs, on l'entendait avec ce reportage, assurent qu'on fera attention à l'environnement parce qu'il y a des obligations. Pour vous, ça va tout de même à l'encontre de ce plan énergie-climat pour réduire l'empreinte carbone du territoire qui avait été voté, mis en place par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Mais je pense qu'on a de nos jours un certain nombre d'alertes, que ce soit des alertes, par exemple, des experts du GIEC. Le dossier est sorti il y a quelques mois, donc qui nous alertent sur le fait que le réchauffement climatique est quelque chose qui est dû à l'activité humaine. Un des dossiers du GIEC est aussi très intéressant puisqu'ils nous disent que ce n'est pas inéluctable. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont dues à l'activité humaine, mais qu'on peut imaginer corriger, atténuer les effets. Et donc, qui dit atténuer les effets dit ne pas se lancer dans des projets qui vont à l'encontre du fait de consommer de l'énergie là où ce n'est pas nécessairement utile. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il faut tout arrêter, qu'il ne faut plus rien faire. Simplement, on n'est pas nécessairement obligé de continuer à faire des projets qui soient consommateurs d'énergie. Imaginez un hangar de plus de 300 mètres de long sur 50 à 100 mètres de large, le maintenir à 5 degrés pendant toute l'année, y compris en été, c'est quand même quelque chose qui va consommer des milliers de kilowattheures, des millions de kilowattheures. Ça se fait ailleurs, vous avez mentionné la Hollande, Pays-Bas, ça se fait. Vous avez regardé ce qui se passait ailleurs? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne vous rassure pas sur la faisabilité, sur l'intérêt d'avoir un tel équipement? En termes économiques aussi, parce que ça va ramener aussi de l'emploi. Mais on peut tout à fait, on l'a entendu dans votre reportage, les habitants ont des idées, ont des projets alternatifs, donc pourquoi ne pas les écouter? Je m'inscris en faux par rapport à la personne de la mairie d'Elancourt qui dit les élus vont décider, les élus vont réfléchir et ensuite on présentera à la population. On peut imaginer quand même une procédure un tout petit peu plus participative où on demande aussi aux Élancourtois et plus généralement aux Saint-Quentinois leur avis, qu'ils puissent dire si eux ils veulent un ski-dôme, s'ils veulent plutôt de la verdure, s'ils veulent plutôt des activités sportives sans nécessairement que ça soit réfrigéré. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la réunion publique qui a eu lieu jeudi, un collectif citoyen s'est monté, donc il y a déjà un site internet depuis jeudi, donc donc le site c'est amidelarevanche.zonelibre.info, voilà, amidelarevanche.zonelibre.info. Sur ce site, toutes les contributions de toutes les personnes qui ont une idée d'un projet vont pouvoir être publiées de façon à élargir le débat et pas attendre que les élus aient tranché pour le présenter à la population. Quel serait le projet idéal pour vous? Vous l'imaginez comment l'avenir de cette colline? Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir tout de même l'aménager. Ça fait très longtemps que cette colline est là. Pour ceux qui seraient arrivés assez récemment sur Saint-Quentin-en-Yvelines, on rappelle que c'est constitué des gravats qui ont permis l'émergence de cette ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout à fait. Une colline artificielle. Voilà. Et ce qui me fait dire aussi que dans les obstacles techniques, et qui explique aussi que le projet n'est pas encore pour l'instant abouti, c'est qu'il reste quand même le problème de la pollution de ce terrain-là qui doit être levé avant qu'on construise dessus. De la même façon que la mairie d'Elancourt dit qu'il va falloir réviser le PLU, mais peut-être à minima, c'est aussi des choses qui restent, des choses techniques à étudier avant qu'un projet soit plus avancé. Et votre projet, pour en revenir à cette question, vous l'imaginez comment l'avenir? Mais le projet peut tout à fait être quelque chose qui tourne autour du sport, qui soit peut-être des sports de glisse, pourquoi pas, mais quelque chose qui s'inscrive dans la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui préserve les ressources naturelles comme la réserve ornithologique qui est juste à côté, des projets beaucoup plus, peut-être, moins bling-bling, moins attirer toute la population de toute l'Île-de-France sur ce site-là, au risque de toutes les nuisances. On imagine 300 000 personnes venir par an, donc ça veut dire c'est près d'1 millier par jour, donc il y a énormément de nuisances. On pourrait imaginer un projet tout en restant sportif qui soit beaucoup plus tourné vers les Saint-Quentinois. Lorsque vous parlez de la fréquentation, ces 300 000 personnes, ça veut dire qu'il y a une vraie attente aussi? C'est les chiffres que donne l'opérateur qui si une enquête est faite et que ça marche, ça veut dire qu'il y a une attente. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas non plus convaincu que ce soit un mauvais projet?
Ah mais j'imagine bien qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un bon projet, sinon ils seraient pas là. Ils seraient pas là, ils sont pas venus là pour le défendre. Mais c'est attendu en tout cas, il y a une demande. C'est ce que nous dit l'opérateur. Mais on peut tout à fait imaginer que le rôle des élus, ça soit aussi de trouver des projets qui intéressent localement les Saint-Quentinois et les élans courtois qui se sont rendus massivement à la réunion qui a eu lieu jeudi. Il y avait eu une opposition avant la création du vélodrome à Montigny-le-Bretonneux. Europe Écologie Les Verts s'était opposé d'ailleurs à cette création. Pour autant, le vélodrome a vu le jour. Comment vous allez vous organiser cette fois-ci pour vous faire entendre et que ça porte ses fruits ? Alors, Europe Écologie Les Verts n'est pas tout seul, c'est ce que je disais. Il y a ce collectif citoyen qui s'est monté. Je pense qu'il y a plusieurs associations, comme Ensemble pour Elancourt, qui existent depuis un moment. Donc, nécessairement, ce qui est important, c'est que les citoyens puissent proposer des projets alternatifs, puissent montrer qu'ils sont contre. Après, nécessairement, il y a des choses qui se font quand même. Le vélodrome, c'était pas tout à fait le même contexte. C'était plus aussi un côté PPP qui était partenariat public-privé qui reste dangereux pour les finances de la Casquie. Là, on n'est pas sur ce projet-là. C'est à nous à démontrer aussi la pertinence d'un projet alternatif. Et nous en parlerons bien sûr à la rentrée encore de ce dossier de piste de ski à Saint-Quentin, en Yvelines, à Elancourt plus particulièrement. Merci Olivier Paréja d'être venu ce lundi soir pour nous expliquer vos réticences pour Europe Écologie. On passe au sport pour terminer ce journal. Après 4 jours de compétition de haute volée au terme d'un final haletant, c'est l'Irlandais McDowell qui a conservé son titre à l'Alstom Open de France. Côté français, 4 jours plus tôt, tout le monde n'avait Dieu pourtant que pour Victor Dubuisson, le français Anthony Reich. De mémoire de golfeur, lors d'un premier tour, on avait rarement vu autant de monde autour du départ du trou numéro 1 de l'Albatros. Personne ne veut louper l'entrée en lice du numéro 1 français, à commencer par le secrétaire d'État au sport en visite au golf national. Contrairement à d'autres sports, je pense au tennis, où lorsqu'il y a un grand tournoi, on sait que c'est 3 ou 4 joueurs qui peuvent gagner. Là, à chaque fois, on a une vingtaine. Et dans les 20, il y a toujours des Français. Bon, c'est vrai que cette année, tout le monde met la pression sur Victor Dubuisson. Et il a 4 jours pour bien putter, pas faire d'erreur. Et on sera derrière lui, bien sûr. Pour ce premier tour, Victor Dubuisson va affronter l'Albatros aux côtés de 2 grands favoris. Le tenant du titre, Graham McDowell, et le favori allemand Martin Kaymer, récent vainqueur de l'US Open. Mais ce que personne n'osait croire arrive dès le premier drive. Le 22e joueur mondial se rate complètement et envoie sa balle hors du fairway. Après 2 trous, il se retrouve même à 4 coups du par. Il vient ici en favori, quoi, avec tout le public qui le porte, et je pense que ça y a mis un petit peu de la pression. Il jouait des très grands joueurs, donc ça va le tirer vers le haut et ça va le stimuler. Je pense qu'il a un gros mental, il va revenir dans la partie. Malheureusement pour ses supporters, le numéro 1 français ne se remet pas de ce triple bogey. Il finira cette première journée à +5, loin derrière la démonstration de l'Américain Kevin Stadler, qui pour sa première apparition sur l'Albatros se retrouve seul en tête avec une carte de 64. Lot de consolation côté tricolore, c'est un autre Victor, Ryu, qui occupe la place de premier français. Il conclut ce premier tour au 6e rang. Sur les 2e et 3e jours, le titre semble s'offrir à Stadler, toujours imperturbable, avec dans son sillage l'étonnant Victor Ryu, solide dauphin à 4 coups. Mais ça, c'était avant que la pluie s'en mêle. Dimanche, avis de tempête sur le golf national, mais aussi dans les mains de Kevin Stadler. L'Américain de 34 ans craque complètement et se fait croquer par Graham McDowell, pourtant parti avec 8 coups de retard. Le Nord-Irlandais arrive au clubhouse en leader, mais doit attendre le dernier trou de Stadler. Si l'Américain rentre ce dernier putt, il peut s'offrir une mort subite. Un raté qui offre la victoire à McDowell. Le Nord-Irlandais conserve son titre et égale là le plus grand retour d'un vainqueur lors d'un dernier tour de l'histoire du tournoi. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Je ne m'attendais pas à gagner. J'ai beaucoup de chance d'être assis à côté de ce trophée. La plus grosse différence pour moi aujourd'hui, c'était les fairways. Avec la pluie, c'est drôle comment l'eau a rendu les roughs plus denses. Ils sont devenus plus lourds et la balle, plutôt que de s'arrêter sur le rough, avait tendance à glisser. J'ai été chanceux, mais j'ai dû aussi jouer de nombreux coups sur le fairway.
Et ce lundi soir, Anthony Reich vous propose un 7-8 sport dédié en partie à l'Open de golf. Rendez-vous 18h30, 19h30 et 23h sur notre antenne. Il sera aussi question de BMX avec les images du championnat de France qui vient de se tenir au Vélodrome National à Montigny-le-Bretonneux. Merci de nous avoir suivis. Le journal revient demain, mardi aux mêmes heures. Bonne soirée.